Donc, on est de retour au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et cette fois-ci, ce n'est pas Jonathan Léveillé qui est avec nous, mais bien Simon Plante, le seul et l'unique qu'on voit, dont souvent à Radio-Canada avec Gérald Félion qui nous parle d'économie, qui était déjà venu sur le podcast il y a quelques mois de ça nous parler de l'état des marchés boursiers. Simon, comment ça va aujourd'hui? Très bien, Antoine. Merci de l'invitation. Et on va parler un petit peu, vous l'aurez compris, d'économie aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui se déroulent au moment où on se parle. Et on va commencer avec un sujet que je trouve donc fascinant parce qu'on dirait des fois qu'on a des signaux inverses. On pense, et je vais parler de la Chine ici, on pense que la Chine, tout va bien, qu'il y a une économie qui est grandissante, qu'ils font de la croissance continuellement. Mais force est d'admettre que depuis quelques mois, quelques années même de ça maintenant, depuis le fameux COVID-19 et les différentes politiques qui ont été mises en place en Chine, c'est plus complexe. Il y a de la décroissance sur les exportations qu'ils font. Il y a de la décroissance également sur les importations. Il y a des très bons articles que je mettrai dans les notes de l'épisode qui parlent même d'une économie qui, à terme, pourrait avoir une certaine déflation, comme le Japon a eu dans le passé. Simon, comment ça se déroule en Chine? Comment on pourrait peut-être aider notre audience à mieux comprendre la dynamique? Mais c'est particulier parce que lorsque la politique zéro COVID a cessé, puis on se rappelle, il y a quelques mois, il y avait certains manifestants. On avait vu une économie redécoller, surtout au niveau du service. Les consommateurs ressortaient de la maison, puis voulaient consommer. Puis ça donnait de l'espoir au niveau du marché puis l'économie chinoise. Par contre, ça s'est essoufflé rapidement parce qu'il faut se rappeler qu'en Chine, le gouvernement n'a pas implanté des programmes de stimuli de l'envergure qu'on a eu, entre autres, nous, au Canada. Donc ça s'est essoufflé. Et là, je dirais que c'est un peu une tempête parfaite qui se passe en Chine en ce moment parce que avec les enjeux qu'on a vus avec le COVID, il y a le marché du développement immobilier qui s'est effondré sévèrement là-bas. Donc, de un, ça, c'est vraiment un poumon économique, ce volet-là. Deuxièmement, nous, au Canada, aux États-Unis, on a vu le consommateur migrer de la consommation de biens durant la pandémie vers une consommation aujourd'hui de services, le voyage, la restauration. Donc, une des conséquences, c'est que la fabrication de biens est vraiment en baisse et la Chine, qui est le fabricant mondial de plusieurs biens, ben, eux autres aussi, ils vivent un enjeu. Et là, c'est là qu'on voit une déflation, surtout dans le secteur manufacturier. Puis je dirais le dernier volet qui me vient à l'esprit, c'est aussi l'enjeu qui s'est passé avec la politique nationale en Chine. On se rappelle, depuis 18 mois, la Chine a vraiment intervenu auprès, entre autres, de sociétés technologiques chinoises pour changer leur mission, pour s'aligner vers des intérêts nationaux. Il y a eu des tensions aussi avec des sociétés étrangères, ce qui fait qu'au moment où on se parle, les investissements en Chine sont 20% moins élevés qu'ils étaient il y a un an. Et le référent il y a un an, c'était une période où on était en zéro COVID. Bien Donc, sûr. tout ça fait que en ce moment, l'économie chinoise c'est vraiment un défi pour eux de s'en sortir. Quelques chiffres pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Les exportations ont diminué de 12,4 en juin comparativement en juin 2022. Et les analystes s'attendaient à une descente de 9,5 %. Donc déjà là, on peut voir qu'on s'attendait à une décroissance et la décroissance a été encore plus importante que prévu. Les importations également ont descendu de 6,8 % et on s'attendait à une décroissance de 4 %. Donc clairement, c'est quelque chose qui est assez problématique au moment où on se parle et on peut même voir, il y a des gens qui ont été sondés en Chine. Au moment où on se parle, les gens attendent avant d'acheter des biens et services dans l'optique qu'ils vont être moins dispendieux dans les mois qui vont suivre. Vous imaginez, on vit en ce moment, nous, dans une économie qui a une inflation très rapide depuis quelques années. On en a parlé plusieurs fois sur le podcast. En Chine, au moment où on se parle, les gens pensent que les prix vont descendre. Et ça, c'est la pire chose, Simon, qui peut arriver sur un marché quand il y a moins d'argent dans l'économie et qu'ultimement, la demande est un peu moins forte et que les entreprises descendent les prix pour essayer d'augmenter la demande. Mais là, c'est là que tu rentres dans un cercle de déflation, littéralement. C'est catastrophique pour une économie. C'est ce que le Japon a eu pendant plusieurs années. Exact. Pour eux, c'est vraiment un défi parce qu'on pense à un manufacturier qui a de l'inventaire. Puis, comme tu as mentionné, d'un côté comme de l'autre, là, quand on anticipe l'inflation, ça biaise le comportement parce qu'on veut acheter, parce qu'on pense que les prix vont augmenter. Mais là, c'est l'effet inverse. Les gens mettent sur pause des achats de biens importants, de biens durables, parce qu'ils se disent, ben, si j'attends, ça va me coûter moins cher. Donc, ça peut avoir un effet de cascade. Moi, je serais pas surpris, par contre, de voir une intervention de la part Bien du sûr. gouvernement chinois pour justement restimuler l'économie. Donc,
Pour le moment, en tant qu'investisseur, je ne suis pas porté à investir vers la Chine. Ça va être un défi sur plusieurs fronts, comme on vient de le mentionner. Donc, ça va être intéressant de voir comment que ça va se dénouer au courant de l'été, là. Effectivement, c'est ce qu'on s'attend d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens disent, il risque d'avoir une injection dans l'économie, ce qui se déroule très souvent. On l'a vu dans l'Ouest, il y a eu énormément d'injections de capital au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays. Peut-être dernier point, tu as mentionné que ce n'est pas nécessairement un endroit que tu considères intéressant pour des investissements. Tout ce qui se déroule au niveau géopolitique, est-ce que c'est un autre point qui te pousse à croire qu'en ce moment, la Chine, c'est peut-être pas l'endroit le plus safe, pardonnez-moi l'anglicisme, pour investir? Et il y a différentes manières d'investir en Chine. Donc, premièrement, on peut investir entre autres dans des sociétés inscrites en bourse aux États-Unis qui sont en Chine. On pense à Pinduoduo, Alibaba. Mais comme j'ai mentionné depuis 2 ans, ce qu'on a vu, c'est que le gouvernement a vraiment intervenu pour incorporer des objectifs nationaux, ce qui fait que le modèle d'affaires, la rentabilité que ces sociétés avaient dans le passé, ce ne sera pas nécessairement la même chose qu'on a connue. Donc, il faut faire attention de ce côté-là. Et l'autre point, c'est que ça leur refroidit tellement une communauté d'investisseurs que plusieurs hésitent à réinvestir pour ne pas se faire prendre encore pour une deuxième fois, si je peux me permettre l'expression. L'autre côté que tu as souligné, c'est avec les tensions géopolitiques, ce qui entoure Taïwan, c'est une réalité que je pense que plusieurs intervenants, soit du monde des affaires ou du monde politique, veulent ramener de la fabrication. Donc, on a vu aux États-Unis une enveloppe avec 3 projets de loi de 400 milliards de dollars qui a été déployé. Puis, entre autres, c'est pour ramener du onshoring, ramener de la fabrication. Donc, peut-être tout faire en Chine, c'était pas la meilleure idée. Peut-être des plus petites manufactures mieux distribuées dans les pays développés, c'est la voie de l'avenir. Donc, ce côté-là aussi, on l'observe. Ce qui fait qu'à court terme, la Chine peut être un enjeu. Si quelqu'un veut prendre une position vers la Chine, moi je dis l'angle qu'il faudra prendre, ça sera vers la consommation. Et peut-être on peut choisir des marques américaines qui ont une empreinte en Chine pour bénéficier justement de cette émergence-là du consommateur, parce que la Chine c'était déjà dans leur mandat, mais de plus en plus va migrer vers une économie qui mise sur l'exportation, mais plus sur la consommation. Ça, c'est une phase que tout pays développé doit vivre comme transition. Au Canada, aux États-Unis, 65 à 70% de notre économie est soutenue par le consommateur. Par contre, encore je dis, faut être prudent parce que si les tensions s'accélèrent, c'est sûr que certaines marques de commerce américaines pourraient être de la cible en Chine. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour le moment, moi, je préfère investir en Amérique du Nord. Ça fait énormément de sens. Et parlons-en un petit peu de l'Amérique du Nord, spécifiquement du Canada. On l'a mentionné la semaine dernière sur le podcast avec Jonathan, on s'attendait à une augmentation des taux d'intérêt. C'était la rumeur qui circulait. Finalement, c'est confirmé. Le mercredi 12 juillet 2023, ça a été confirmé. Le taux directeur passe à 5%. Donc, les taux d'intérêt montent, ça ne s'arrête pas. Une économie, encore une fois, je le répète, j'en ai parlé dans les derniers jours, qui va bien au Canada. Il y a 60 000 emplois qui ont été intégrés à l'économie. Au mois de juin, le taux de chômage a augmenté un tout petit peu à 5,4%. Qu'est-ce que ça nous dit, Simon Plante, les taux qui passent à 5%? Et peut-on s'attendre à également des augmentations d'ici les prochains mois? Bien, ce que je pense, premièrement, c'est qu'on voit tranquillement la médecine des banques centrales, dont celle la Banque du Canada, fonctionner. Parce qu'on se rappelle, il y a environ 1 an, on avait un taux d'inflation autour de 8%, et là, on est autour de 3,5%. Cette transition-là s'est faite parce que, entre autres, finalement, c'est vrai qu'il y avait une portion de l'inflation qui était transitoire. Par exemple, au niveau du coût du transport maritime, il y a vraiment eu une baisse. Mais de l'autre côté, on a quand même une inflation qui semble être persistante, beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a connu d'il y a 10 ans. Puis, entre autres, le principal coupable, je dirais, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent, dans le sens que pour les travailleurs, c'est que c'est l'inflation salariale. En moyenne, les gens gagnent environ 15% plus qu'ils gagnaient autour de 2018-2019. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact au niveau de l'inflation. Il faut se rappeler que lorsque la Banque du Canada fait sa première hausse significative, là, c'était en juillet l'année dernière, c'était un bond de 1%. Ce qu'elle avait mentionné, c'est que
l'impact dans l'économie d'une telle hausse peut prendre environ 18 mois. Donc, ça fait environ un an. Donc, moi, je pense que dans les prochains mois, on va encore voir justement les impacts. Et là, le défi pour la Banque du Canada, c'est vraiment pas évident, c'est jusqu'où on arrête. Moi, je pense que le gros de l'impact, là, de passer de 0,25 à 5, c'est ça qui a eu un impact significatif. Si dans les prochains mois, on passe de 5 à 5,25, 5 à 5,5, c'est pas nécessairement ça. Là, maintenant, il faut observer qu'est-ce qui va se passer. Donc, je parlais tout à l'heure, le consommateur. Il faut se rappeler qu'une maison sur trois, il n'y a pas d'hypothèque. Une maison sur trois a un taux variable. Donc, en ce moment, ces consommateurs-là vivent la réalité vraiment de ce qui se passe au niveau de la hausse de taux d'intérêt. Puis finalement, l'autre tiers ont des taux fixes. Donc, certains bénéficient encore de taux très avantageux. Et là, les investisseurs se demandent souvent, qu'est-ce qui va se passer lorsque, justement, ces taux vont venir à échéance puis vont renouveler un taux significativement élevé? Moi, je présume que probablement beaucoup de consommateurs vont être capables, justement, de changer l'amortissement au niveau de leur dette pour prolonger peut-être un peu la période de paiement, mais ce qui va garder des mensualités quand même soutenables dans le contexte qu'on est actuellement. L'autre côté, c'est les entreprises. Donc, les entreprises qui ont de la dette, bien, beaucoup d'entreprises ont bien tiré leur épingle du jeu durant le COVID. Ils ont encore des marges de profit intéressantes. Mais c'est certain qu'en périphérie, là, on va voir certaines sociétés ou consommateurs quand même vivre l'impact qu'on a. Mais est-ce que ça va être contagieux? Je suis pas rendu là dans mon hypothèse. Il faut se rappeler que si on voit vraiment que la médecine fonctionne trop bien, là, je dis à la blague, mais qu'on voit vraiment un ralentissement sévère au niveau de l'économie, les banques centrales vont simplement pivoter le modèle d'affaires, puis ils vont aller en réduction de taux assez rapidement, là. Incroyable l'impact qu'elles peuvent avoir sur nos entreprises, sur nos vies. Un petit peu de contexte également, le taux au moment où on se parle est à 5%. La dernière fois que ça avait été aussi élevé, c'est en janvier 2021. Le taux était à 5,75% à ce moment-là. C'est pour dire à quel point on a vécu, Simon, dans les 10-15 dernières années, quasiment dans des taux d'intérêt à 0%. Là, ça varie entre le 0, le 0,25. Des fois, ça augmente un peu. Mais ça démontre qu'on a été dans un environnement avec le vent dans le dos depuis une dizaine d'années, là. C'est ça. Donc, moi, ce que je dis aux gens, je dis, quelqu'un qui négocie son hypothèque, il y a un taux hypothécaire approximativement où on était environ en 2003. Bon. En 2003, l'économie allait relativement bien. Elle était plus sobre que ce qu'on a connu récemment, mais elle allait quand même bien. Et ça, c'est peut-être plus des taux qui sont normaux. Donc, des fois, les gens, on se rappelle des périodes de pointe. Donc, dans les années 80, on avait des taux d'intérêt hyper élevés au début des années 80, tout comme jusqu'à tout récemment, durant le COVID, on avait des taux qui étaient hyper bas. C'est ça qui était pas normal. Donc, je pense qu'on va revenir dans un environnement où les taux sont plus dans l'environnement qu'on est, plus ou moins 1%. Ce qui va se passer, c'est que si le taux de chômage reste comme il est, les gens continuent de consommer. Et là, c'est certain qu'ils vont peut-être ralentir la consommation, comme je disais, en périphérie, dans le divertissement, la restauration, pour pouvoir plus se concentrer sur le paiement de l'hypothèque. Mais il faut se rappeler que quand les taux étaient où ils sont en 2003, on voyait un marché aussi en immobilier. On n'était pas aussi dramatique. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, il faut être prudent, il faut prendre avec sérieux l'impact de ces hausses de taux d'intérêt-là. Mais de l'autre côté, il faut se rappeler qu'on a déjà été dans ce genre d'environnement-là et ça n'a pas été aussi dramatique que certains le laissent entendre. Et bon, qu'est-ce qu'on peut s'attendre un petit peu peut-être au niveau des marchés? On va en parler un petit peu plus tard là, de ce qu'on s'attend des marchés boursiers pour le trimestre qui vient de se terminer. Mais si on regarde dans sa globalité, les 6, 8, 9 prochains mois, tu le dis, on va le sentir de plus en plus. Ça prend 18 à 24 mois. Est-ce qu'on va le sentir également dans nos investissements? On l'a senti l'année dernière, je vais dire, assez sévèrement. Cette année, c'est l'inverse. On voit un rebond qui est très concentré dans certains secteurs. On en reparlera plus tard. Par contre, moi, ce que je dirais, je tends vers l'optimisme raisonnable. Parce que si on prend le sentiment de l'investisseur aujourd'hui, puis on le sonde, que ce soit un investisseur institutionnel ou monsieur, madame, tout le monde qui investit son propre capital dans les marchés boursiers, en ce moment, ce qu'on son cloche, c'est que le pessimisme est encore très présent. Et lorsqu'on demande aux gens quelle est votre conviction au niveau de votre certitude d'investir davantage de liquidité dans le marché en ce moment, puis ces données-là sont hyper basses. Donc, quand on regarde
le marché, il y a plusieurs secteurs d'activité qui n'ont pas bougé. On a le sentiment que le marché a augmenté, mais c'était propulsé granulairement par quelques sociétés. Mais dans l'ensemble, la bourse n'a pas nécessairement bougé. Si finalement on réalise dans 6 mois que l'économie, oui, est en ralentissement, est en récession technique, mais c'est moins grave que cette communauté d'investisseurs-là que je viens de décrire ont comme perception, ça peut peut-être les convaincre de finalement ramener des capitaux dans le marché. Puis là, on va voir certains secteurs en bénéficier parce que sur 3-5 ans, il y a des thématiques en ce moment, je pense, qui vont être vraiment porteuses pour les prochaines années, puis il faut en profiter. Définitivement. Et parlons un petit peu de ces différents secteurs-là, parce qu'à mon avis, dans ces secteurs-là, il y aurait un certain nom d'intelligence artificielle qui va te venir en tête quand tu parles de secteurs à regarder. On arrive, c'est la fin de trimestre. On enregistre le podcast le 13 juillet 2023. Aujourd'hui, les organisations avaient terminé leur trimestre, littéralement. À la fin juin, on va avoir dans les prochaines semaines des résultats positifs pour certains, peut-être des résultats plus négatifs pour d'autres. Simon, tu t'attends à quoi? Est-ce que tu as certains noms en tête que tu crois qu'ils vont nous faire des belles surprises en termes de résultats? Je serais curieux de t'entendre ici. Bien, au niveau là, des résultats trimestriels là, qui s'en viennent dans les prochains jours, moi, la première chose qui va m'intéresser à observer, là, c'est nos fameuses banques régionales aux États-Unis. Parce qu'on l'a oublié, là, mais effectivement. On a eu... c'est passé inaperçu récemment, oui. Exact. Puis là, on va voir vraiment l'impact au niveau des grandes banques américaines puis les banques régionales. C'est quoi l'impact au niveau des dépôts, des prêts? Parce que c'est quand même significatif qu'on a vécu en début d'année, puis on a vu vraiment des interventions très rapides de la part du Trésor américain puis de la Réserve fédérale. Mais les emprunteurs commerciaux ou les particuliers, ça a été quoi la réaction? Fait que ça, c'est vraiment les données que on va observer. L'autre point au niveau des sociétés, ben, qu'est-ce qui a bien performé? Peut-être, j'aimerais juste revenir là-dessus, Simon, par rapport aux banques. Est-ce que tu crois vraiment que beaucoup des gens dans les banques régionales vont avoir bougé leur argent, leur capital vers, on appelle le top 4 aux États-Unis? Est-ce que tu penses que c'est ça qui s'est déroulé et qu'on va entendre dans les prochains jours? Ouais, moi, je serais pas étonné de voir au niveau des dépôts une migration des dépôts de la part de banques régionales vers des banques institutionnelles comme JP Morgan, Bank of America de très grande taille. Par contre, l'hémorragie n'a pas été nécessairement si grave parce que si on regarde un peu le sentiment, je pense qu'il y a eu un mouvement de panique. Ça a dû être très accéléré au début puis ça s'est stoppé. Au niveau des prêts de la part des banques régionales, je pense que là, c'est là qu'ils vont être prudentes. Puis c'est là que peut-être qu'on va voir d'émergence de nouveaux joueurs. Oui, les banques qui sont bien établies vont peut-être continuer le prêt, mais je pense que de plus en plus, il va y avoir justement de nouveaux prêteurs aux États-Unis qui vont émerger pour profiter de la hausse de taux d'intérêt maintenant que c'est rentable de le faire. Puis ça va ouvrir la voie à nouveaux marchés, que ce soit des fonds de capitaux privés comme Blackstone aux États-Unis. C'est certains qui vont intervenir dans ce marché-là. Et bon, qu'est-ce qu'on s'attend d'autre dans les différentes organisations? Et moi, je dirais, dans l'ensemble, à 30 000 pieds, ce qui va m'intéresser le plus, c'est de voir vraiment les marges de profit. Parce que faut se dire que les équipes de direction, ils ont vraiment ils ont mis la barre assez basse pour le prochain trimestre. Donc, plusieurs entreprises, lorsqu'ils publient leurs résultats, ils donnent leurs projections pour les 3 prochains mois. Puis évidemment, la prudence était de mise. Donc, ça se peut qu'on ait des bonnes surprises, mais c'est des bonnes surprises parce que la barre était très basse. Maintenant, comment l'inflation, la gestion des coûts a été faite par les sociétés. C'est ça qui va être intéressant de voir les marges de profit parce que la thématique, maintenant, les investisseurs sont tellement prudents qu'ils veulent vraiment mettre l'accent sur le côté, justement, rentabilité d'une entreprise. Bien sûr. Puis finalement, je pense que ce qui va vraiment attirer l'attention, c'est les grandes sociétés technologiques qui ont tellement performé depuis le début de l'année. Est-ce que leurs évaluations sont justifiées? Donc, je pense qu'on va avoir peut-être des surprises. Tu sais, entre autres, hors ligne juste avant, on parlait justement de Meta. Je pense que Meta a lancé son produit Thread. Ça a été le meilleur lancement de produit en 2023 jusqu'à présent. Je serais vraiment étonné de la couleur qu'ils vont donner. Évidemment, ils vont pas monétiser immédiatement Thread, mais je pense que ils vont donner des détails. Il faut pas oublier aussi que dans les jours, là, c'est imminent, Meta va lancer aussi sa plateforme ouverte au niveau de l'intelligence artificielle qui va permettre à plusieurs intervenants de bâtir des modèles d'affaires. Donc, je pense que ça va être une année assez excitante pour Meta, là. Ouais, clairement, ce l'est. D'ailleurs, j'écoutais un podcast de Mark Zuckerberg récemment avec Lex Friedman qui mentionnait un point intéressant encore une fois pour les investisseurs.
mentionnant que dans le passé, 2019, 2020, 2021, période de forte croissance, d'embauche à l'interne. Pour donner un peu un chiffre, il y avait environ un manager pour 3 personnes. Et là, tranquillement, depuis qu'ils ont été capables de réduire les effectifs, ils visent un manager pour 8 personnes et il a dit spécifiquement qu'il ne retournerait pas à des périodes d'embauche fortes. Ça en dit long. Ça en dit long comme quoi l'intelligence artificielle est capable d'être excessivement présente chez Meta pour améliorer la productivité des ingénieurs et des différentes équipes de travail. Donc, clairement, pour l'investisseur, c'est intéressant. La marge de profit va être clairement impactée si on est capable de faire plus avec moins. Effectivement, tu le dis, cette année, ils sont en feu. Le lancement de Threads, 100 millions d'utilisateurs. La monétisation va uniquement se faire quand ils auront 1 milliard d'utilisateurs. Ça a été dit et redit récemment. Leur service, ou plutôt leur plateforme LLM qui va être lancée bientôt, qui va être beaucoup moins forte, à mon avis, que ce qu'on est capable de voir avec Google et OpenAI, mais tout de même, ça risque d'être intéressant. Donc, Meta, oui, intéressant. D'autres organisations, peut-être, au niveau spécifique que tu t'attends. NVIDIA, est-ce qu'encore une fois, on va être épaté de ce qu'ils vont nous sortir? Et Nvidia, c'était phénoménal la croissance qu'elle a eu au dernier trimestre. Puis là, elle avait mentionné de mémoire qu'elle vise à peu près 11 milliards de chiffre d'affaires au courant du prochain trimestre. Donc là, le marché, Nvidia, c'est un titre vraiment qui va être très surveillé. Puis je pense que c'est un titre volatile d'un côté comme de l'autre. Parce que s'il ne livre pas la promesse qui a été faite, c'est sûr que c'est un titre qui va être sévèrement puni. À l'inverse, si sa thèse se confirme, ça va donner encore plus de conviction de la part des investisseurs que Nvidia est le leader et de loin pour le moment au niveau des microprocesseurs dans le secteur de l'intelligence artificielle. Donc, c'est certain que le marché va observer ça de près. Mon côté au niveau de stratégie, par contre, c'est que si on écarte peut-être 5 ou 7 sociétés cette année, là, le S&P 500 n'a pas vraiment performé cette année. Ça a été vraiment niché dans les compagnies qu'on a mentionnées. Donc, autant que je suis optimiste par rapport à ces sociétés-là, il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, les sociétés, là, ils changent tout le temps de nom, là, mais les FANG ou les GAFA, les Gamma, ouais, exact. Là, il faudra inclure NVIDIA là-dedans. Exact. Elle correspondait à peu près à 5 de l'indice en 2013. Aujourd'hui, c'est 25 Donc, force est d'admettre que cette cadence-là de croissance de 20-25 par année, ces compagnies-là, c'est pas soutenable. Je dis pas qu'elles vont chuter, elles vont peut-être atteindre un stade de maturité. Entre autres, Microsoft, cette semaine, il y a une donnée qui était sortie lorsque la FTC a perdu sa cause pour en bloquer l'achat d'Activision. Il y a un mémo à l'interne qui montrait que le PDG de Microsoft vise une croissance de 10 par année jusqu'en 2030. C'est pas une croissance de 20 Donc, je pense qu'ils vont atteindre une période de maturité. Pourquoi je parle de ça? C'est que si finalement l'investisseur, comme je mentionnais tout à l'heure, a confiance un peu plus dans l'économie puis dans les marchés puis décide de migrer, probablement il va chercher des thèses d'investissement qui sont plus diversifiées que les thématiques reliées au big tech uniquement. Et là, je pense qu'on va voir l'émergence de d'autres secteurs d'activité qui sont prometteurs. Puis c'est là que ça peut être intéressant lors du prochain trimestre. Si les résultats sont très bons, peut-être de SME, réduire des positions dans les sociétés de grande technologie pour migrer vers d'autres thématiques qui vont être persistantes pour les 5 prochaines années. Tu as mentionné un terme, atteindre un niveau de maturité. L'action boursière en ce moment de Microsoft, là, ou plutôt la capitalisation boursière est à 2,5 trilliards. Ouais. La question pour toi, quand une entreprise atteint un degré de maturité, parce que 2,5 trilliards, soyons honnêtes, c'est totalement phénoménal. C'est la deuxième entreprise avec la plus haute capitalisation boursière. Et peut-être mon deuxième point relié à ça, on voit, là, il y a eu des résultats qui ne sont plus nécessairement de la croissance à 2 chiffres des entreprises technologiques au trimestre 1. C'était davantage du 7, du 8, du 9 Est-ce qu'on a finalement atteint la fin de la croissance infinie avec ces organisations-là? Pour répondre à ta première question, c'est un peu un ancre qu'on a dans notre esprit de dire une compagnie. Moi, je me rappelle, il y a des années, là, ça fait 19 ans que je suis gestionnaire de portefeuille, puis on disait, quand une société a 300 milliards de capitalisation, les données indiquent qu'elle a un enjeu de répartition de l'actif, d'investir, de trouver des catalystes de croissance. Puis lorsque Apple atteint le billion de valorisation, là encore, on dit que c'est fini. Ça, je pense que c'est des données qu'on ancre dans notre tête, mais dans 10 ans d'ici, on va avoir beaucoup plus de sociétés qui vont valoir 2,5, puis des sociétés qui vont valoir 5 000 milliards. Je pense que ça va faire partie de la réalité.
Par contre, c'est qu'il faut se rappeler que le prix de l'action de Microsoft a augmenté de 25% par année pendant 10 ans. Bon. Là, aujourd'hui, Microsoft se transige, je fais à peu près un chiffre d'affaires là, de mémoire à peu près entre 200 et 250 milliards de dollars par année. Et là, ils visent d'atteindre 500 milliards en 2030, dans 7 ans. Donc, ce que ça l'indique, c'est qu'à un certain niveau, il va y avoir un ralentissement de la croissance. C'est pas que le modèle d'affaires est plus pertinent. OK? Le point, ce que je mentionne, c'est que, par contre, pour qu'une compagnie crée, disons, on veut que l'action double de Microsoft, il faut vraiment qu'elle crée 2500 milliards de valeur ajoutée. Là. C'est sûr que tu as une nouvelle ligne de ligne de service qui est vraiment significative, peut-être avec l'intelligence artificielle, ou que tu as une croissance de 5 à 7 de ton chiffre d'affaires sur le long terme qui fait que ça va justifier, mais la cadence ne sera pas la même chose. Bien sûr. Si l'action poursuit sa croissance de 10%, de 25% par année comme elle a eu dans le passé, en 2030, ça veut dire que Microsoft vaudrait 20 000 milliards. OK? Ça serait 50% de la taille de la bourse américaine du S&P 500. C'est là que je trouve que ça devient démesuré. Donc, moi, je pense qu'à un certain moment, ces compagnies vont atteindre un stade de maturité. Puis l'autre point que je rajouterais, c'est que on a eu beaucoup de révolutions. On a eu l'ordinateur personnel, puis Microsoft a su survivre à travers toute cette évolution de l'ordinateur personnel, le téléphone intelligent. On a vu l'émergence de tous les logiciels, entre autres des réseaux sociaux. Mais des sociétés qui sont nées comme Airbnb, Uber, qui est un mélange d'une révolution qui mélange l'Internet à le téléphone intelligent. Bien, ta prochaine révolution en intelligence artificielle, à mon humble avis, je pense que ça va être des nouvelles sociétés qui vont émerger dans les prochaines années. Et ce ne sera pas nécessairement les sociétés qu'on connaît aujourd'hui qui vont en profiter le plus significativement. Ça fait partie du cycle économique sur le long terme, là. Intéressant. Donc, on va regarder ça de près, mais clairement, Microsoft, ça va bien. Les entreprises technologiques, certaines d'entre elles, ça va bien. Meta, Google a également une très belle croissance dans son titre depuis le début de l'année. On ne parle même pas d'Apple qui, à mon avis, a fait à peu près 45% depuis le début de l'année. Donc, clairement, c'est certains titres qui... Et je lisais un très bon article récemment. Je pense que c'est 7 titres au moment où on se parle qui a littéralement fait bouger le S&P 500 depuis le début de l'année. Là. Il y a seulement 5 titres qui se démarquent, mais qui se démarquent considérablement. Et le reste, c'est de la stagnation. Ça, puis c'est là que moi je suis opportuniste parce que je dis pendant ce temps-là, là, on a des secteurs d'activité. Je vais donner quelques exemples, là, mais la technologie, ça part des ramifications dans tout. Je donne un exemple. Ce qui s'est passé en Ukraine, ça a mis la lumière sur l'enjeu qu'on peut avoir au niveau de la chaîne d'approvisionnement agricole. En ce moment, vous êtes une société agroalimentaire en Europe, puis l'Ukraine ne pouvait plus vous exporter ses céréales. Ça crée un enjeu immense. Donc, en ce moment, ce qu'on voit, c'est des capitaux massifs migrer de la part des acteurs politiques puis du milieu des affaires pour vraiment professionnaliser, investir dans le secteur agricole, pour vraiment accélérer ça. Puis ça se fait à l'échelle internationale. Si on regarde les sociétés dans le secteur agricole depuis le début de l'année, là, ça n'a pas bougé. Fait que j'ai un environnement où l'investisseur est ultra pessimiste, j'ai un secteur d'activité à prix abordable. Puis à l'intérieur de ça, il y a plusieurs idées puis sociétés qui vont vraiment, justement, bien tirer leur épingle du jeu pour accélérer la productivité, favoriser la chaîne d'approvisionnement. Puis ça, c'est juste un exemple. Tout à l'heure, on parlait du onshoring. Pensez à toute l'automatisation que ça va prendre dans les manufactures aux États-Unis pour répondre à la demande auquel ils vont avoir à faire face. Parce que dans un monde où le taux de chômage est à 3,5 %, ta manufacture, tu dois l'automatiser. Donc, il y a plusieurs idées d'investissement qui vont être porteuses pour la prochaine décennie, qui en ce moment se négocient vraiment des escomptes intéressantes. Et c'est des escomptes, comme tu mentionnes, intéressantes pour des entreprises qui, des fois, passent sous le radar. Donc ça, je pense que c'est un point qui vaut la peine de considérer ici. Le dernier point que j'aimerais parler un petit peu avec toi, comment tu vois ce fameux marché boursier qui sensiblement va bien depuis le début de l'année, se comporter dans les 6, dans les 12 prochains mois? Tu parlais un petit peu plus tôt que tu étais positif, mais positif réservé.
Comment vois-tu peut-être le marché canadien, le marché américain? On va terminer un petit peu la discussion là-dessus. Ouais. Je fais pas de prédiction de marché, mais je vais te parler de mon sentiment, puis c'est pas là-dessus que je vais positionner le capitaux, puis après je vais t'expliquer une thèse un peu plus sérieuse, mais moi, ça me rappelle 2012. En Mhm. 2012, là, le pessimisme était vraiment présent dans le marché, parce que le rebond de 2009 à 2012, les investisseurs disaient en général trop vite, trop rapide, il va y avoir une prise de profit. Puis pendant ce temps-là, on avait vu des enjeux. En 2011, il y avait eu le fameux plafond de la dette avec Bien Obama. C'est la sûr. première fois que ça avait graffiné. En 2012, tu avais la Grèce qui avait fait, on appelait ça les PIGS, le Portugal, Italie, Grèce, puis l'Espagne, qui avaient L'Espagne. vraiment des enjeux économiques significatifs. Puis il y avait des spécialistes comme soi-disant Meg Whitman qui disaient qu'il y avait des faillites dans les villes américaines. Pourtant, le pessimisme était vraiment généralisé. Pourtant, le marché continuait d'augmenter. Puis moi, je dis, si seulement la température baisse au niveau de ce pessimisme-là, est-ce que le marché peut vraiment bien performer? Puis 2013, le S&P 500 avait progressé de plus de 30%. Donc là, je fais attention, je fais pas une prédiction de marché, mais je dis que quand un marché progresse dans un environnement aussi pessimiste, il faut faire attention parce que si soudainement la situation devient moins dramatique, bien, ça se peut que le marché ait vraiment de la place. Maintenant, donc c'est pour ça que je dis aux gens, il ne faut pas non plus tomber. Il faut être prudent, on vit des enjeux vraiment significatifs. Par contre, il ne faut pas tomber trop dans le pessimisme à l'excès parce qu'on peut rater une occasion. Donc, il faut être stratégique là-dedans. Maintenant, comment on peut être stratégique? C'est payer des prix raisonnables dans un marché qui pourrait être potentiellement haussier. Donc, oui, les thématiques des grandes sociétés de technologie, ça m'a bien servi depuis 10 ans, puis cette année, ça me sert bien. Mais comme je dis, il faut regarder ailleurs. Puis, le Canada, je pense qu'on est un indice boursier depuis 10 ans qui a vraiment pas vraiment bien performé, là, un rendement d'à peu près 4% depuis 10 ans, puis peu de gens s'y intéressent. Par contre, ça peut être intéressant de s'y intéresser. Tout à l'heure, tu parlais de compagnies technologiques. En moyenne, les compagnies technologiques au Canada, là, de moyenne taille, se transigent à 1 à 2 fois leur chiffre d'affaires. Mhm. Aux États-Unis, là, minimum 5 fois le chiffre d'affaires jusqu'à 12 fois le chiffre d'affaires. On a une grosse escompte au Canada. L'autre point, c'est que au niveau de ce qui se passe, de décarboniser l'économie à l'échelle mondiale, on a besoin, entre autres, de matériaux comme du cuivre. Le Canada est très Mhm. bien positionné. Au niveau des matières premières, de plus en plus, les intervenants veulent faire affaire avec des économies qui sont domiciliées avec des régions qui sont stables politiquement. Le Canada, on est bien positionné. Donc, moi, je trouve qu'à l'intérieur du Canada, il y a vraiment des sociétés à des prix raisonnables, des sociétés publiques qui se transigent à un escompte par rapport aux sociétés privées dans le même secteur d'activité. Donc, ça, c'est intéressant. Finalement, comme je mentionnais, aux États-Unis aussi, les grandes thématiques que je vois, c'est productivité agricole, sécurité énergétique, décarbonisation. Puis évidemment, la technologie fait partie de l'équation. Je pense qu'on va citer encore plus d'innovation dans les 10 prochaines années qu'on a eu dans les 10 dernières. Donc, c'est certain que ça doit faire partie d'un portefeuille, là. Donc, il y avait deux options au début de l'année avec les experts, les analystes aux États-Unis. Ce qu'on appelle soit un hard landing ou un soft landing. Soyons honnêtes, jusqu'à maintenant, c'est pas mal plus la deuxième option qui a pris la place, là. Oui, puis très peu. Tu me demanderais, Antoine, de me nommer 5 stratèges qui avaient inclus un scénario de soft landing. Aucun. Non, il n'y a aucun atterrissage en douceur était dans les cartes. Puis pourtant, jusqu'à présent, c'est ce qu'on observe. C'est sûr qu'avec la hausse de taux en périphérie, il va y avoir des dommages collatéraux. Ça, on l'admet, mais jusqu'à présent, les données, on n'a pas observé encore un atterrissage difficile jusqu'à présent, là. Donc, la prudence reste de mise, mais par contre, être en liquidité puis éviter complètement le marché, je pense aussi que ce serait une erreur, là. Simon Plante, toujours intéressant de parler avec toi. Donc, on le répète également, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les services de Simon Plante pour gérer votre portefeuille, allez sur son site internet, parlez avec lui sur LinkedIn, il pourra vous aider. Simon, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.